société française. Il y a un mouvement très profond, très long, où les singularités émergent de plus en plus, où les individus s'expriment de plus en plus avec des logiques individuelles, thématiques, etc. Certains déduisent que du coup c'est la mort des idéologies. Moi je ne crois pas, parce que je pense qu'à côté, il y a production de nouvelles idéologies, c'est-à-dire de principes qui permettent d'avoir une vision partagée, simplificatrice, mais d'ensemble de la société française, qui sont aussi des principes de mobilisation et d'action. En gros, les individus dans leur singularité ont aussi besoin de sens, ont aussi besoin de décrypter l'ensemble du monde, et pour cela, ils produisent, ou il y a production d'idéologies. Alors, une des idéologies contemporaines extrêmement fortes dans la société française, c'est par exemple le complot. Si on nous manipule, il y a complot des puissants, des médias, des décideurs économiques, des décideurs politiques, et ça devient une grille d'interprétation de l'ensemble des phénomènes sociétaux qui permet d'agréger des singularités qui, si elles étaient enfermées dans leur stricte singularité, eh bien finiraient dans la folie pure et simple. En fait, ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, environ un Français sur deux estime, juge que ce que disent les médias traditionnels, qu'ils soient écrits ou radio ou télévisés, sont des contre-vérités ou ne racontent pas les faits comme ils se sont passés. Ça paraît peut-être incroyable, mais voilà, la méfiance à l'égard des médias est telle qu'un Français sur deux nous dit « ça ne s'est pas passé comme cela ». Alors, vis-à-vis d'Internet et du web, on a un double mouvement. On a d'abord plus de 60% des Français qui nous disent, et c'est intéressant, on trouve sur le web des informations qu'on ne trouverait pas ailleurs. C'est à relier aussi à la théorie du complot, à l'idée qu'il y aurait comme ça des forces qui concentreraient l'information et qui la filtreraient. De ce point de vue, le web apparaît comme un espace d'expression et de liberté supplémentaire qui vient contrebalancer ce pouvoir, on va dire, des dominants, si on reprenait une certaine vulgate. Ça ne veut pas dire pour autant que les informations qui sont sur le web sont perçues comme des informations plus fiables que celles qui existent dans les médias offline. Il y a également des réactions de la part des Français et des internautes de très grande vigilance à l'égard de ce qu'on trouve sur le web. Donc c'est de l'information supplémentaire, mais ça veut dire qu'elle doit aussi être décryptée, filtrée, analysée, vérifiée, pour que l'individu ensuite se forge in fine sa propre opinion. Le progrès, je crois, de tout cela, c'est qu'on a des individus plus méfiants et qui donc, du coup aussi, essayent de se forger leur propre grille d'analyse du monde et de ce qui s'y passe en croisant et en multipliant les sources d'information, que ce soit sur le offline ou sur le online. Bon, elle s'explique principalement par l'histoire. La France et les Français ont eu, avec cette entreprise, une histoire qui est marquée par un certain nombre d'événements. Et dans l'histoire récente, il y a un événement particulier qui est le naufrage de l'Erika. Et c'est ce qui construit la relation aujourd'hui entre les Français et l'entreprise. Bien sûr, au-delà de ça, il y a plein d'autres choses qui construisent cette relation. Il y a la relation du client avec l'entreprise. Et là, cette relation est une relation très, très positive. Mais pour les citoyens, l'autre partie finalement de ce que nous sommes, pour les citoyens, l'histoire de l'Erika construit cette relation et c'est finalement tout ce qui touche à l'impact sur l'environnement, à l'effet qu'a eu ce naufrage sur les populations des côtes, qui reste dans la mémoire, et c'est très long, et ce sera très long à résoudre. Et les événements tels que ceux qu'on a eus récemment, il y a eu un appel qui a été rendu il y a quelques jours au sujet du naufrage de l'Erika, ces événements judiciaires qui reviennent, eh bien, entretiennent cette mémoire et rendent encore difficile une forme de réconciliation de l'opinion avec l'entreprise. Alors, la crise de Dunkerque, vous savez, c'est à la fois une crise industrielle et une crise sociale. La crise industrielle, c'est finalement le fait que partout en Europe, et y compris en France, la consommation de combustible et de carburant diminue, et qu'en face, on a un outil de production qui, lui, doit être adapté. Et toute la difficulté, et c'est un peu un paradoxe, commence là. C'est-à-dire comment réussir à convaincre et à expliquer qu'un appareil de production doit pouvoir s'adapter quand le marché change et que finalement la consommation diminue. Ce qui est bien, parce que finalement si la consommation diminue, ça veut dire que les automobiles consomment moins et que ça produit moins de CO2, donc ça a plein de vertus et de qualités, mais ça a des conséquences industrielles. Ça, c'est sur la partie industrielle. Sur le plan social, c'est comment dire à des collaborateurs et à toute une région, on ne vous lâche pas, on ne vous abandonne pas et on va
faire avec vous un projet, un nouveau projet pour la région de Dunkerque, un projet qui va garder la vocation énergétique de cette région, et on va le faire à travers de nouvelles activités qui sont des activités de raffineurs sur place, et puis de nouvelles activités énergétiques avec la création d'un port pétrolier. Et c'est toute la difficulté qu'on a à gérer le désir que rien ne change et la nécessité qu'il faut changer, en fait. Et c'est ça la grande difficulté. Et je crois que s'il y a un mot à retenir de toute cette histoire, c'est le dialogue. C'est par le dialogue, c'est par l'écoute, par l'attention, écoute des pouvoirs publics, écoute des collectivités locales, écoute de toutes les parties prenantes, et ensuite construire ensemble quelque chose qui permette de projeter cette région dans un avenir qui va durer 20 ou 30 ans. Parce que ce qu'on est en train de décider de faire pour Dunkerque, dans le domaine de l'énergie, modeste, dans le domaine de l'énergie, eh bien, c'est de projeter cette région dans les 20 ans qui viennent, y compris son port. Dans tout contexte de crise, tout pouvoir est remis en cause. Parce que s'il y a crise, c'est que quelqu'un n'a pas fait son travail pour éviter les conséquences d'une situation pour une population. Donc nécessairement, le rôle des entreprises au service d'un intérêt général est davantage mis en cause que dans des situations où les choses vont mieux. Par conséquent, c'est évidemment une dimension de la relation de l'entreprise à la société qu'il faut que l'entreprise prenne en compte plus que jamais. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que l'opinion s'organise thème par thème. Sur les thèmes qui sont les plus structurants pour l'opinion dans la société, comme la santé, l'emploi, l'environnement, l'équilibre alimentaire, bref, tous ces thèmes qu'on voit émerger comme étant les priorités des citoyens, des consommateurs, des salariés, etc., on voit que les populations s'organisent d'une manière qui est cohérente par thème, mais pas cohérente par catégorie. Aujourd'hui, les catégories socio-professionnelles ne rendent plus compte de la structure de la société. Parce que sur chaque thème, vous trouvez des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, des urbains, des ruraux, bref, tout ce qui permettait de rendre compte de la société il y a encore 25 ans ne permet plus aujourd'hui de comprendre ce qui se passe dans l'opinion.